Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble Symfony UX Autocomplete. Vous allez voir comment, en quelques commandes et quelques lignes de code à peine, nous allons pouvoir mettre en place une autocomplétion sans écrire une seule ligne de JavaScript. Accrochez-vous bien parce que ça va, je pense, pour les développeurs Symfony en tout cas, révolutionner votre façon d'utiliser l'autocomplétion. Vous allez voir que nous allons faire deux tests. Les tests d'autocomplétion avec un choix simple ou des choix multiples et nous allons pousser un petit peu le système. Nous allons dans un premier temps proposer une liste de 10 000 noms-prénoms. On va voir comment le système réagit. Nous allons proposer une liste de 100 000 noms et prénoms et nous verrons si le système résiste ou pas. Spoiler alert, il va y avoir du fatal error. Attendez-vous à ce que ça se vote à un moment donné, mais rassurez-vous, on verra ensemble la solution parce que les développeurs de ce Symfony UX Autocomplete ont pensé à tout. Vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste un petit clic et ça fait fonctionner la chaîne, c'est comme ça qu'elle se fait connaître. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager, bref, vous connaissez l'histoire et on se met en mode tuto, je me cache ici en bas et je vous présente à l'écran le tout frais, tout nouveau site ux.symfony.com qui vient nous présenter les différents composants qui font partie de ce fameux Symfony UX qui a pour objectif de nous fournir des outils JavaScript que l'on peut utiliser sans JavaScript parce qu'après tout, on est des développeurs PHP et on n'a pas envie d'écrire du JavaScript. Donc il y a plein de modules, il y en a déjà un certain nombre qu'on a déjà vu ensemble sur la chaîne, je pense à Chart.js qu'on a déjà manipulé il y a peut-être un an, il y a les Live Components qu'on a vu il y a quelques semaines, les Tweak Components aussi, l'image cropper qu'on a déjà vu il y a très longtemps. Qu'est-ce qu'on a déjà vu ensemble? Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on avait déjà vu et donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Autocomplete ici. Et comme vous l'avez compris, l'objectif, ça va être de se mettre un petit autocomplète comme ça, avoir des listes comme ça qui s'autocomplètent en fonction d'une liste qu'on va fournir à notre formulaire Symfony tout simplement. Allez, on va fermer, on va laisser le navigateur ouvert parce qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. Et on va, vous le savez, c'est une habitude sur la chaîne, débuter un petit projet Symfony from scratch. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de se rendre compte des problématiques réelles et de voir un petit peu aussi le cheminement. À chaque fois, ça vous permet de reproduire les manipulations qu'on voit ensemble. Moi, je trouve ça plus agréable. Sachez que pour cette vidéo, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo la version article de cette vidéo. Vous pourrez retrouver l'ensemble des commandes, l'ensemble du code qu'on va produire ensemble sera disponible sur le blog youandev.co. Allez, on commence. Première chose, on l'a vu, on se l'est dit, on va se créer un petit projet Symfony. On va l'appeler Symfony New SF Autocomplete-web app. Sans plus attendre, on installe gentiment notre petit projet Symfony. Vous allez voir qu'on va rapidement setuper notre petit environnement de développement. Je vais utiliser directement, et vous allez le voir, le Docker Compose qui va être fourni avec le projet Symfony. Je suis en Symfony 6.1 au moment où on tourne la vidéo. Parfait, on va rentrer dans ce projet SF Autocomplete. Parfait. Et on va ouvrir ça tout de suite dans un éditeur de code. Et comme je vous le disais, il y a un fichier Docker Compose qui est fourni, qui démarre automatiquement une base de données. Donc on ne va pas patienter, on va directement se lancer la stack Docker Compose up-d. On va aussi se lancer le serveur, pas le serveur Hugo, le serveur Symfony serve-d. Ça va nous permettre de lancer le serveur interne de Symfony. On va l'ouvrir aussi directement sur le port 8009. Parfait, ça m'a ouvert une fenêtre de trop. Celle-ci, on va la fermer. Parfait.
Donc là, on est nickel, on a notre petit projet Symfony. On va en profiter aussi pour venir modifier le template, le base.html.twig. Vous allez voir à peine le modifier. Je supprime tout, je le remets et je vous explique ce que j'ai rajouté. J'ai simplement rajouté ici le viewport et le content ici. J'ai appelé ici le CSS de Bootstrap et le JavaScript de Bootstrap, mais c'est la seule différence avec le modèle de base. Il n'y a rien d'autre, c'est juste pour avoir un petit coup de Bootstrap. C'est un peu plus simple. On est bon. On est OK, on va se lancer vraiment cette fois-ci dans la création de ce qui va nous intéresser, notre fameuse entité de choix, celle qui va nous proposer la longue liste dans laquelle on va vouloir faire de l'autocomplétion. Donc on va se faire un Symfony console. Hop, alors j'ai le S de mon clavier qui est très clapicieux. Symfony console make entity et on va l'appeler choix parce que ça sera notre liste de choix. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Eh bien, on va tout simplement lui mettre un seul et unique champ qui va s'appeler nom, dans lequel on stockera nom-prénom, mais on va l'appeler nom, on ne va pas se prendre la tête. C'est quelque chose qui sera du string 255 et qui n'a pas le droit d'être nul. Et on n'a pas d'autres champs à ajouter. Parfait. On va, rappelez-vous, je vous l'ai dit, on va tester deux choses. On va tester l'autocomplétion avec un choix simple, on choisit un seul élément, ou l'autocomplétion avec un choix multiple, on peut choisir plusieurs éléments. Donc, on va tout de suite se créer l'entité qu'on va appeler simple pour les choix simples. On reste très basique, vous avez vu. On va se mettre un premier champ qui sera non. Voilà, c'est juste pour avoir une information à stocker, 255, qui ne peut pas être nul, parfait. Et on va rajouter du coup un deuxième champ, qu'on va appeler cette fois-ci choix. Ce champ-là va être de type relation avec la classe choix qu'on a créée précédemment, parfait. Et là, comme on est dans l'entité simple, on va utiliser une many to one. Hop, many to one. Hop. À la question suivante, est-ce que l'on veut qu'elle soit nulle? Est-ce qu'on veut qu'elle soit nullable? On va dire que non, on ne veut pas qu'elle soit nullable. Ici, est-ce qu'on veut rajouter dans choix le fait de pouvoir récupérer simple? Bon, on va répondre yes, on ne se prend pas la tête. On laisse simple, on ne se prend pas la tête. Est-ce qu'on veut automatiquement ici supprimer les orphelins? On va laisser la réponse par défaut no, on s'en occupe pas, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et on n'a pas d'autre champ à ajouter. Parfait. Intéressons-nous maintenant à l'entité multiple. Hop, celle dans laquelle on aura plusieurs choix à faire. Elle va être très très similaire, vous allez voir. On va faire multiple. Parfait, on va lui créer un premier champ non, string 255 qui ne peut pas être nul. On va là aussi lui créer un champ qui va s'appeler choix, qui sera toujours de type relation. Mais cette fois-ci, on va choisir une relation de type... alors attendez, il faut que je précise que c'est choix. Et on va lui dire qu'on veut une relation de type many to many. Ça veut dire qu'un choix peut être dans plusieurs entités multiples et l'entité multiple peut avoir, comme son nom l'indique, une multitude de choix. Donc on va faire une many to many, tout simplement. Et à la réponse suivante, on va répondre le choix par défaut yes. On va l'appeler multiple, pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres champs à ajouter? Non, on peut valider. Maintenant qu'on est là, on va gentiment fabriquer nos migrations avec un Symfony console make migration, parfait. On fabrique nos migrations, super. Et il ne nous reste plus qu'à jouer les migrations avec un doctrine migration migrate qu'on peut raccourcir avec d2.m. On nous dit attention, machin, blablabla, ça va jouer les migrations sur la base de données app. On est OK avec ça et on joue les migrations, parfait. Donc là, si on va voir un petit peu côté code, ce qui s'est passé, ça nous a généré, vous avez compris, les migrations, enfin la migration, parfait. Ça nous a créé 3 entités ici, choix, multiple et simple. Jusque-là, tout va bien, les repositories associés.
Comme aujourd'hui, l'idée, c'est pas de passer du temps à développer une application Symfony en long, en large et en travers, on va se créer des petits CRUD pour pouvoir manipuler nos formulaires tout simplement. Donc, on va faire un Symfony Console Make CRUD qui va nous permettre de fabriquer un formulaire CRUD pour nos entités. Donc là, on va commencer par l'entité simple. Voilà, on va l'appeler simple contrôleur, pas de souci. Est-ce qu'on veut générer des tests? Non, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parfait, on a généré le CRUD pour simple. On va faire la même chose, vous l'avez compris, pour multiple. Voilà, multiple contrôleur. On ne veut pas les tests et c'est tout bon. Parfait. Mais ça ne suffit pas parce que là, si on va tester notre petit formulaire simple par exemple, hop, si je vais dans simple ici, donc on a bien le petit CRUD qui existe et si je fais Create New, pour le moment je n'ai pas de choix. Donc moi j'aimerais bien avoir du choix. Donc on va tout simplement générer des fausses données pour avoir une liste de choix. Donc pour ça, il va nous falloir installer deux outils. D'abord le bundle ORM-Fixtures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Hop, ok, donc j'ai le copier-coller qui me fait absolument n'importe quoi. Le Composer Require-dev ORM-Fixtures. Parfait, on installe ça. Et puis on va se copier aussi notre petit Faker, notre copain Faker qui va nous permettre de générer des fausses données un peu plus réalistes. Pourquoi mon copier-coller ne fonctionne pas? Alors ça c'est assez incroyable. Ok, j'ai une touche contrôle qui marche plus très bien, peu importe. Donc on se fait un petit composer require-dev faker php/faker. Allez, on installe ça. Jusque là, tout va bien. Donc là, allez, ça télécharge la dépendance. Nickel. Allons voir côté code ce que ça nous a produit. Ça nous a logiquement dans SRC créé. Alors je peux peut-être zoomer. Depuis tout à l'heure, je ne zoome pas, mais je vais zoomer un petit peu. Ça nous a créé un répertoire data fixtures dans lequel il y a un fichier app.fixture.php. Hop. Pourquoi ça a dézoomé comme ça? Je ne sais pas. OK. Et dans ce fichier app.fixture.php, nous allons écrire les fausses données dans lesquelles nous allons injecter 10 000 choix. Et tout à l'heure, vous allez voir qu'on va pousser le vis jusqu'à 100 000 et voir si tout continue de fonctionner. Donc, on va avoir besoin d'importer ici Faker. Hop, Faker. Et c'est, je crois, que ce qui nous intéresse, c'est le factory. Voilà, le factory. Il est là, parfait. Et on va faire ici, on va initier un $faker est égal hop, à faker factory, pardon, hop, factory. Voilà, create et on va se le mettre en français fr_fr. Ça nous permet de créer une instance de faker. On va mettre avec un petit R ici. Une instance de faker qui va nous générer des données quand c'est possible en langage français. Allez, un petit peu de chauvinisme. C'est le moment où on va vouloir se générer. Alors attendez, je vais désactiver Copilot. Hop, on va faire disable ici. Voilà, disable, parfait. Parce que sinon ça va nous embêter. Donc on va se créer une petite boucle for qu'on a dit pour 10 000 hop, création. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va faire les 10 000 fois? Eh bien, on va créer un choix. Donc, on va faire choix est égal à new choix. Parfait. Donc là, on se crée un objet up choix ici. Parfait. Dans lequel nous allons setter up. Si on fait set name, non, pardon, on l'a dit non. On va chercher faker. Et dans faker, il y a une... Ah, c'est mon shift qui marche pas bien. Ok. Et on a une fonction qui s'appelle name et qui va générer un nom-prénom. Tout va bien. D'ailleurs, je crois qu'on n'est même pas obligé de mettre la parenthèse après. Comme ça, ça suffit bien. Et on met un petit point-virgule ici. Ensuite, on va faire persister ça. Enfin, on va d'abord flusher. Et on va persister et on flushera à la fin de la boucle. Donc, on va se faire un petit this... non, même pas, on a accès directement ici au manager. On va se faire un persist, hop, et on va faire persister quoi? Notre petit choix.
et on met le petit point virgule ici et à la fin, on flush à la fin de nos 10 000 créations de noms. Donc là, on va aussi légèrement, vous allez voir, adapter, mais on va le voir peut-être, non, on va le faire tout de suite. Si on veut que ça fonctionne après tout à l'heure, notre petit formulaire ici, il va falloir qu'on lui explique quelle information il doit afficher. Donc pour ça, une méthode qui marche très bien, c'est d'aller dans l'entité choix ici et on va rajouter une fonction qu'on va appeler public, hop, public, décidément, hein, public function, et on va l'appeler underscore toString, hop. Et notre public function toString, elle va nous retourner, hop, ici, une string, parfait. Et cette string, ça va être quoi? Donc on va faire un return ici, ça va être un this. Et elle va nous retourner, hop, non, tout simplement. Comme ça, quand quelque chose appelle notre entité choix, si jamais on ne précise pas l'information, automatiquement, elle va nous transmettre le nom. Et c'est précisément ce qu'on veut faire. Comme ça, on est tranquille le reste du temps. OK? Allez, c'est bon. On va pouvoir maintenant générer, enfin, activer nos fixtures. Donc, on va se faire un petit, hop, est-ce que j'ai quelque part une commande qui va bien? Voilà, hop, un petit Symfony Console, df2.l, doctrine fixture load. Il nous dit, attention, la base va être purgée. Pas de problème, mon ami, tu peux y aller. Et là, bon, forcément, ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il faut que ça génère les 10 000 données. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, bon, pas tant que ça finalement, hein. Et on peut regarder nos formulaires. Déjà, nos petits formulaires. OK, on va marquer ici, c'est le test 01. Et vous voyez que j'ai accès à ma liste de 10 000 noms. Alors, c'est un peu pénible, hein, si je dois chercher un nom en particulier, Bernard quelque chose, bon, c'est un peu la galère, mais ça a le mérite de fonctionner. Donc là, si je fais enregistrer, pas de souci, hein, si je fais edit, je retrouve bien le choix Auguste Navarro. Si je mets Georges Guillon par exemple et que je fais update et que je reviens dessus, je tombe bien sur Georges Guillon. Parfait. Donc ça, c'était pour le choix simple. Et l'autre choix que l'on avait, c'était le choix multiple. Ici, pareil, hein, si je fais create new, on va dire que c'est le test 02. Je peux choisir, hop, plusieurs noms, Michel, Valentin et Yves par exemple. Voilà, et si je fais save, pas de problème. Si je refais edit, j'ai bien ma sélection. Donc là, ça fonctionne, mais vous l'avez vu, hein, chercher 10 000 noms comme ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus esthétique ni de plus pratique pour vos utilisateurs. Et c'est là que va intervenir Symfony UX autocomplète. Et vous allez voir qu'en un tour de main, ça va largement simplifier et améliorer cette interface. Donc on retourne dans notre petite ligne de commande et nous allons dans un premier temps installer Symfony Webpack encore, qui est un prérequis nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ce copier-coller? Qui est un prérequis nécessaire à l'utilisation de Symfony UX autocomplète. Donc on va faire tout simplement un composer require Symfony /Webpack --bundle. On valide, parfait. Ça va nous installer Webpack encore. On va juste après, hop, installer Symfony UX autocomplète, hein, puisque c'est quand même au final notre objectif, ne l'oublions pas. Est-ce que si je colle comme ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux, j'ai un problème de clavier. On va faire un composer require, donc Symfony /UX-autocomplète. C'est parti. On installe ce petit bundle incroyablement merveilleux. Et comme nous l'indique gentiment, il ne faut pas oublier de faire un npm install. Donc on va, sans plus attendre, hop, se faire un petit npm. Ouais, c'est trop bizarre le copier-coller. Je ne sais pas ce que ça me fait. Ça m'a changé de répertoire. Ok, alors attendez, je vais revenir ici. Hop, cd. Incroyable. J'ai complètement n'importe quoi qui se passe là. Hop, SF, auto, hop, autocomplète. On est retourné dans notre répertoire. Donc, on va se faire le npm install. OK. Tiret, il manque le S ici. Tiret, force. Et on va se faire aussi, dans la foulée, un npm run build.
Comme ça, on fabrique les assets. Puisqu'on a installé Webpack, il nous faut fabriquer tout ça. Il va télécharger tout ce qui est dépendance JavaScript. Il va les compiler. Il va fabriquer les assets qu'il va mettre à disposition de notre application. Comme vous le voyez, on n'a pas grand-chose à faire. Hein, 2 petites commandes à taper et fin de l'histoire. Donc là, on laisse faire son petit build tranquillement. Hein. Alors là, il télécharge tout un tas de trucs. Si vous avez une connexion rapide, ça ira plus vite que chez moi. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? On a un souci. Pourquoi est-ce qu'on a ce souci? Tiens, ça c'est étonnant. On va essayer de refaire. C'est quoi qui a merdouillé? C'est le install. Alors attendez, on va recommencer. Parce qu'il y a une erreur 404. Je me demande si c'est pas mon réseau qui a coupé. Parce que j'ai eu pas mal de déconnexions aujourd'hui. C'était orageux. Ouais, non, il n'arrive pas à choper ESLint ici. Bon. Je ne sais pas si on va pouvoir passer sans. J'aimerais bien parce que j'ai pas envie de creuser le sujet maintenant. Eh bien non, on ne peut pas. Pourquoi? Alors, que se passe-t-il les amis? Allons voir notre fichier package.json. Qu'est-ce que c'est qu'il ne trouve pas? Le ESLint 8.44. D'accord, c'est ça qu'il ne trouve pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le trouve pas? On va copier l'URL. Hop, on va essayer d'aller checker ça dans un navigateur. Ah oui, effectivement, il n'existe pas. Pourquoi? Il a été mis à jour? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bundle? 8.4.4. Et nous, c'est 8.4.4. Bah, pourtant... 8.4.4 et c'était quoi? .tgz. Pourtant, ça devrait. Et est-ce que si on prend une autre version, est-ce que ça marche? Par exemple, on va se prendre la 8.4.3 et elle fonctionne. Ok, donc il y a un bug avec la 8.4.4. Il y a un bug avec la 8.4.4. Qu'est-ce que c'est qui dépend de ça? Le problème, c'est que là, il y a quelque chose qui dépend de cette version-là. Alors, attendez. Peut-être qu'on peut faire pas un force. Peut-être que ça va passer quand même. Est-ce que ça passe mieux? Non. Comment je vais pouvoir régler ce problème-là? C'est query string. Le problème, c'est que c'est une dépendance de dépendance. Alors, j'essaye de réfléchir à comment je peux... Et je coupe pas la vidéo parce que ça peut vous intéresser. J'essaye de voir comment je peux me dépatouiller là pour installer quand même ce que j'ai besoin pour vous montrer. Le package, qu'est-ce qui aurait changé depuis que j'ai préparé? Version 3, version 3, version 2, version 3, 13.2, 2.1, 1.6. On est tout pareil, ok. Et si je vais voir, là je regarde le projet que j'ai préparé, si je prends le package.lock, qu'est-ce qu'il me dit au niveau de, c'était quoi la lib? ESLint, hop, ESLint 8.4.3, ok. Vous savez ce qu'on va se faire, vous allez voir ce qu'on va se faire, on va télécharger le package.lock.json de mon projet de préparation qui est disponible sur GitHub, hein, vous pouvez aller le voir. Donc on va ruser un petit peu, tant pis. Hop, on va aller le choper ici, on va le télécharger, wget, on colle cette URL là, hop, on télécharge, parfait. Du coup, dans notre projet, on a désormais un package.lock et c'est celui-ci qui va être lu en priorité. Quand on va faire un npm install --force, et comme là, c'est une version précédente dont le fichier .gz a l'air d'être disponible, voilà, ça passe. Bon, on a un petit peu rusé, mais au moins comme ça, je peux vous faire la démonstration. Parfait, c'est bon, le build est OK. Maintenant, on a quelques petites modifs à faire quand même dans notre code. Alors attendez, je vais fermer un peu les fenêtres ici
Ça, plus besoin. Ça, pas besoin. Ok, ça, c'est bon. Et on a ça aussi qui est ouvert. Hop, on n'en a pas besoin. Voilà, j'ai nettoyé un peu mon espace de travail. On a quelques petites modifications à faire dans nos formulaires. Les formulaires ont été générés automatiquement quand on a créé les CRUD tout à l'heure, notamment le simple type ici. On a besoin de légèrement changer le formulaire pour choix ici, parce qu'on va avoir des petites options à lui passer. On va lui dire déjà que c'est un champ de type entity type, hop, ici, et on va lui dire classe, on spécifie ce que c'est, et ensuite on va lui passer un tableau de paramètres. Premier paramètre, on va lui dire eh bien, quelle classe, qu'est-ce qu'il faut qu'il aille chercher comme données finalement, hein, d'où proviennent les données, quelles sont quelle est la source de données entre guillemets. Hop, c'est juste une petite comme ça, petite cote. Et là on va lui dire c'est des choix, tout simplement, hein, ce dont j'ai besoin, c'est choix. Et on va mettre classe. Parfait. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, hop, on va se mettre un petit label. On va se mettre un choice label. Et hop, on va lui dire, hop, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, c'est un nom qu'on veut choisir. Et enfin, on va lui mettre un placeholder. On met, je vais y arriver ici. On va lui dire choisissez un nom dans la liste. Voilà. Donc là, j'enregistre. Déjà, on peut venir voir sur le champ simple. Ça n'a pour le moment rien changé. Alors attendez, j'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, placeholder. Hop, il y a 2 A ici. Ça ne peut pas fonctionner. Si je rafraîchis, bon, jusque-là, ça n'a rien changé. La seule différence, c'est qu'on a le choisissez un nom dans la liste. Mais pour le moment, on n'a toujours pas d'autocomplétion. Comment allons-nous faire pour activer l'autocomplétion? Vous allez voir, ça va être terriblement simple. On va marquer autocomplète ici. Hop, autocomplète, tout simplement. Et on va lui dire true. Et logiquement, ici, si je fais F5, vous allez voir que j'ai automatiquement, ça y est, un autocomplète qui fonctionne. Donc on va lui dire, allez, test 03, et on va dire, par exemple, je cherche un Bernard dans la liste. Pas de problème, Bernard Lopez, j'enregistre, ça fonctionne à merveille. Et si j'édite, pas de souci, je retrouve sur mon petit Bernard Lopez. Donc déjà, on a un champ d'autocomplétion là, pour un choix simple, un peu comme ça. Si je tape, est-ce qu'il y a Johan? Est-ce qu'il y a un Johan dedans? Hop, est-ce que Johan, ça existe? Non, ça n'existe pas. Eh bien, il n'y a pas de Johan. Est-ce qu'il y a des Jean, par exemple? Oui, un Jean. Allez, un Jean-Paul, pas de souci, on update, ça fonctionne. Allez, on va se faire la même petite modif pour le formulaire multiple. Alors d'ailleurs, on ne va pas s'embêter, on va copier-coller ça. Vous allez voir qu'il va être légèrement différent. On va se le copier ici. La seule différence, parce que c'est un choix multiple, on va lui dire que multiple, on va lui dire qu'il est à true. Parce que sinon, on ne peut pas, vous avez compris, hein, avoir un choix multiple. Ici, rendons-nous sur notre petit CRUD multiple. Parfait. Créons une nouvelle entrée. Il faut que j'importe l'entity type ici. Je ne l'ai pas importé la classe. Voilà. Si je rafraîchis, oui, j'ai pas non plus chargé choix. C'est ça les copier-coller. Hein. Et là, si je fais F5, pas de souci, ça fonctionne bien. C'est le test 04, je pense. Et là, regardez, ça va être méga cool. Je choisis un Bernard. Ah, première sélection. Je choisis un Jean. Pas de souci. Je choisis un Paul. Pas de souci. Je choisis un Mohamed. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut avoir d'autres prénoms que des prénoms bien français? Il est bien sympa, notre faker, mais il y aura peut-être... Ouais, je pense, les amis, qu'il y a un petit truc sympa qui pourrait être à faire avec faker, c'est d'imaginer que quand on est en France, il n'y a pas que des prénoms franco-français, hein, il y a des gens qui viennent d'autres endroits, et ça pourrait être pas mal qu'il y ait ces prénoms et ces noms-là. Je vais peut-être essayer de faire une PR sur le sujet. Ou alors motivez-vous, alors, si vous vous motivez, venez nous le dire dans les commentaires. Allez, on sauvegarde, et pas de souci, ça fonctionne bien. Hein. Vous avez vu, hein, automatiquement, ça prend le relais. Donc ça, c'est quand même extraordinairement génial. Moi, j'avoue que je trouve ça
magnifique. Là, je peux supprimer évidemment un élément. Hein. Si je le réouvre, vous allez voir qu'il y a bien que les deux éléments qui restent. Donc ça, c'est génial. Et c'est vraiment simple à mettre en œuvre. Maintenant, poussons le système plus loin. Nous allons retourner dans nos fixtures. Et cette fois-ci, nous n'allons pas créer 10 000, mais 100 000 entrées. Je rajoute un 0 ici. Donc là maintenant, quand on va venir ici dans la liste, on n'aura plus 10 000 choix, mais on en aura 100 000. Et on va voir si le système est capable ou pas de s'en sortir. Donc, on retourne dans notre terminal, on essaye de retrouver notre commande où on avait joué les fixtures, voilà, Symfony console D2.F2.L, doctrine fixture load. C'est parti, on lui dit ouais, je sais ce que je fais, on balance yes. Et là, bon, forcément, on a 100 000 entrées à créer dans notre base de données. Donc, on est patient, on reste tranquille, le temps que Faker nous génère 100 000 choix possibles. Et on va voir comment va réagir notre application. On va voir si ça continue de fonctionner ou, je pense que vous l'avez compris, si ça va coincer. Donc, déjà, quand on voit rien que le temps qu'il faut là pour créer les fixtures, on a une petite idée du problème qu'on est en train de se créer. Mais c'est quand même intéressant de se créer ce problème-là parce que, et d'ailleurs c'est un sujet qu'il faut avoir en tête quand on développe, hein, souvent on se crée des fixtures, on se crée 10, 30, 20, 100, 1000 fausses données. Et puis, plus tard, 6 mois plus tard dans l'application, la volumétrie de données a grossi, et on rencontre des problèmes qu'on n'avait pas vus pendant le développement. Et donc, de temps en temps, ça peut être intéressant de générer un très très gros volume de données pour voir comment va réagir votre application face à un très gros volume de données, parce que des fois, eh bien, elle ne réagit plus pareil. Donc là, ça y est, ça nous a généré les données. Et regardez, maintenant, on va essayer de créer un nouveau formulaire. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Boum, on a un fatal error, allow memory size, etc., etc. En gros, c'est notre application, elle explose en cours de route. On voit bien que c'est Doctrine qui part en cacahuète. Il n'est plus capable de gérer parce qu'on lui en demande beaucoup trop. Donc, il est temps de passer au deuxième étage de la fusée de Symfony UX autocomplète. La première version qu'on vient de voir, c'est la version très simple qui surrajoute par-dessus du HTML. Et c'est déjà très bien parce que dans plein de cas, vous avez vu, 10 000 c'est peut-être beaucoup, mais si vous avez des listes de choix, 10, 20, 30, allez, une centaine, 2000, 3000, ça va fonctionner sans problème. Au-delà, attention, problématique. Et c'est là que Symfony UX vient nous proposer une deuxième solution où cette fois-ci, ça ne sera pas une surcouche seulement à du HTML, mais ça va créer des endpoints spécifiques que vous allez interroger en Ajax. Et ils vont faire tout le branchement pour vous. Il n'y a pratiquement rien à faire. Et ça, c'est assez incroyable. Pour ça, il faut qu'on se génère ce qu'on appelle un champ d'autocomplétion. La petite commande, c'est celle-ci. Symfony bin console make autocomplete-field. Ça, c'est une nouvelle commande qui vient avec le bundle Symfony UX autocomplete. Il nous dit très bien quelle est la classe pour laquelle vous souhaitez générer un champ d'autocomplétion. Nous, c'est la classe choix, pas de problème. Là, il faut qu'on choisisse le nom du champ. Donc nous, on va s'en créer deux. On va se créer la première version qu'on va appeler le simple choix autocomplète field. Parce que, rappelez-vous, dans notre cas, on veut gérer de multiples cas possibles, le simple et le multiple. Voilà, donc là on va créer le simple choix autocomplète field, parfait. Et là, regardez ce qu'ils nous disent. Ils nous disent simplement vous avez ajouté ça ici dans votre builder de formulaire. Allez, pendant qu'on y est, on va se créer aussi le multiple. On va pas patienter plus que ça. On va se le générer tout de suite. Hop, comme ça, ça sera fait et on n'aura plus qu'à modifier les fichiers. Hop. Ah oui, choix, pardon. Ok. Le nom. Qu'est-ce que ça me fait? Attendez, c'est assez incroyable. J'ai dit choix. Ok, parfait. Jusque-là, tout va bien. Et hop,
on veut créer un multiple choix autocomplete field. Parfait, voilà. On s'est généré les petits fichiers de champs de formulaire. Nous allons aller légèrement les modifier, mais très légèrement. Donc dans forme, on a nos deux nouveaux champs. C'est de la nouveauté qui apparaît ici. Hop, on a ici la notation as entity autocomplete field, qui précise donc que c'est bien un champ d'autocomplétion. Qu'est-ce qu'on va vouloir dire? On va vouloir dire par exemple ici changer le placeholder. On va dire qu'on veut faire un choisissez un nom dans la liste. Voilà. Le choice label, nous on va choisir hop, le champ nom. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Je ne pense pas ici. On est bon. Pour le choix multiple, pareil, on va marquer choisissez, hop, choisissez un ou plusieurs, hop, non. Parfait. Et le placeholder, pareil, on va le changer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le champ non. On est pas mal. Il nous faut modifier maintenant les formulaires pour désormais utiliser notre petit... Ici, c'est plus l'entity type qu'on veut utiliser, mais c'est dans ce cas-là le simple choix autocomplete field, classe, parfait. Donc on peut nettoyer ici, ça on n'en a plus besoin, ça on n'en a plus besoin. Et son pendant, ah ben non attendez, je me suis trompé, on est dans multiple ici, donc c'est pas simple. Je m'en mêle les pinceaux, c'est multiple. Ok, on va y arriver. Il faut importer le champ ici. Pourquoi il ne me l'importe pas? Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, je crois que j'ai dû faire une faute. Multiple. Alors, tu ne me le proposes pas? Multiple choix. Voilà, il est là. Je ne comprenais plus. Parfait. Ça, c'est bon. Et pareil pour simple. Hop, on va virer tout ça. Non, attendez. Ici. Hop, tout ça. Et on va chercher hop, le simple. Je vais y arriver, les amis. Promis. Le simple choix autocomplete field. Et on va lui mettre un 2 points. Hop, 2 points, classe. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Ce que j'ai peut-être oublié pour le multiple choix autocomplète ici, on a quand même oublié quelque chose. Hein. On va se rajouter ici le multiple de tout à l'heure hein, pour dire qu'on peut faire un choix multiple. Et on va le mettre à true, tout simplement. Voilà, parfait. Et maintenant, on est bon. Il n'y a plus qu'à aller checker notre formulaire. On va commencer par le simple. Hop, si on vient sur Create New et qu'on va mettre test 01, parce que comme on a vidé la base de données, regardez ce qui se passe ici. On voit qu'il y a une petite appel Ajax. Si je mets Jean, vous allez voir, ça mouline un petit peu et ça me retourne les premiers Jean. Et dans Symfony, vous voyez qu'on a ici le nombre de requêtes Ajax. Il y en a eu 2 pour le moment, mais dès que je vais taper, par exemple, si je cherche un Ludo, il n'y a pas de Ludovic. Si je cherche un Luc, un Lucie, n'importe quoi, pas de problème, je vois que ça a fait une requête Ajax. Et là, si j'enregistre, pas de souci, ça fonctionne bien. Et si je fais Edit, ça fonctionne bien aussi. Maintenant, allons voir sur le multiple. Hop, si on va voir le multiple, on le crée, on dit que c'est un test, hop, test 02, parfait, et on va chercher d'abord un Jean, par exemple, enfin une Janine, ok. On va chercher un Hugo, est-ce qu'il y a des Hugo? Est-ce qu'il y a des Hugo dans la liste? Non, il n'y a pas de Hugo, on va chercher un Hugues Petit Jean, on va chercher, je sais pas moi, allez, une Chantal, pas de souci, ça fonctionne bien. Si j'enregistre, aucun problème, si j'édite, je retrouve ma liste, et ça fonctionne. Vous avez vu ça? C'est incroyable parce que ça a complètement fait tous les endpoints à notre place. Ça a branché le petit bout de JavaScript directement sur les endpoints. Ça fait des appels Ajax à notre place. Et là, il n'y a plus de problème. On a créé 100 000 entrées. Il n'y a plus de souci. On pourrait en créer 200 000, 300 000, 400 000. Ça fonctionnerait
probablement de la même façon. On aura peut-être à un moment donné d'autres problèmes, mais il faudra du temps avant qu'on ait d'autres problèmes. Donc en fait, hein, si vous voulez voir ce qui se passe dès qu'on fait une requête ici, hop, on peut cliquer dans Symfony ici sur la requête. On a un endpoint en fait qui a été généré pour nous, hein, c'est /autocomplete. Donc ça jusque-là, pas de surprise. Ensuite, on a le nom du champ, multiple choix autocomplete field, et ensuite on a la query qui est passée. Hein. Donc là, si je tape Jean par exemple, je fais une query sur Jean et il nous retourne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 résultats qui semblent correspondre le mieux à la recherche. Donc en gros, hein, autocomplete, Symfony UX autocomplete, quand on l'utilise avec la version Ajax, il fait tout ce système-là à notre place. Il crée les endpoints pour nous, il fait les branchements pour nous. Franchement, c'est assez génial. Honnêtement, c'est vraiment génial. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu à mettre ça en place, j'imagine que vous voyez déjà le gain incroyable que cela peut apporter en termes de temps de développement. En vrai, on n'a pratiquement plus rien à faire. Donc moi, je trouve ça génial. Alors, je suis en train de voir que vous avez vu sur le côté, ici, de ce côté-là, vous voyez un peu le bord de mon fond vert qui bouge. Et il y a l'écran juste derrière. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura pas trop gêné pendant la démonstration. En tout cas, hop, je me mets comme ça en plein écran, ça sera plus sympathique. J'espère que vous avez aimé cette découverte parce que c'est tout récent, hein, ça a quelques jours, semaines. Moi, je trouve ça génial et vraiment, je pense que Symfony UX, il va falloir qu'on soit attentif à tout ce qui va être proposé. Il y a encore d'autres composants Symfony UX qu'on va, je pense, probablement découvrir prochainement sur la chaîne. Il y en a d'autres que je trouve très intéressant et très prometteur dans la facilité de mise en œuvre et ça peut être vraiment très pratique. Moi, je trouve ça en tout cas génial que autour de l'écosystème Symfony, il y ait cette démarche-là, cet environnement Symfony UX qui se mette en place pour permettre à ceux d'entre nous qui ne sont pas développeurs front, qui n'ont pas spécialement envie de se former au JavaScript, qui n'ont pas le temps ou qui veulent rester concentrés, typiquement, là, un champ d'autocomplétion comme ça, si vous fabriquez des applications métiers, c'est quelque chose que vous retrouvez pratiquement tout le temps, désormais, vous avez vu, hein, ça se fait en quelques secondes. Hein, une fois qu'on a l'habitude, ça va très, 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 très vite. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, hein, il faut commenter, c'est important, il faut liker, il faut partager la vidéo. Si vous êtes sur Twitter, partagez-la, sur LinkedIn, partagez-la. Ailleurs, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée, nuit, bref, peu importe le moment, passez un bon moment. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Salut!